Dans cette révision du chapitre 1, nous allons revoir une représentation moderne de l'atome. Nous allons retourner sur le tableau périodique pour voir ses différentes caractéristiques importantes. Et puis, nous allons revoir la représentation des différents modèles de l'atome. Alors, ça fait des siècles qu'on raffine le tableau périodique en ajoutant de l'information notamment sur les éléments et ensuite bien sur le modèle de l'atome comme tel. Alors, le modèle moderne de l'atome représente l'atome composé d'un noyau très massif qui contient des protons et des neutrons. Le neutron est enseigné en STE, il n'est pas enseigné en ST, mais tout le monde comprend que dans le noyau, il y a des protons qui ont une charge positive et des neutrons qui n'ont pas de charge. Autour du noyau orbitent des électrons qui sont situés dans des endroits particuliers qu'on appelle des couches électroniques. En d'autres termes, des électrons ne peuvent pas se situer n'importe où autour du noyau. Il faut qu'ils soient situés à certains endroits qu'on appelle des couches électroniques. Alors ça, c'est notre représentation de l'atome. Quand on regarde les particules élémentaires de l'atome, les particules élémentaires, ce sont les électrons, les protons et les neutrons. Les électrons ont une charge négative, les protons ont une charge positive, les neutrons n'ont pas de charge. Il faut se souvenir de leur représentation ici, là, avec les lettres. D'accord? La masse du proton et du neutron est sensiblement pareille. La masse de l'électron est beaucoup plus faible. Alors, lorsqu'on parle de masse atomique relative, on va tenir compte de la masse des protons et des neutrons. La masse de l'électron est tellement faible qu'on n'en tient pas compte dans nos calculs. Donc, si on regarde le tableau périodique, il y a différentes informations que l'on tire du tableau périodique qui nous sont utiles ultérieurement pour prédire, par exemple, des propriétés physiques ou chimiques d'un élément et aussi pour faire certains calculs. Donc, si on regarde une case du tableau périodique, bien, on a le numéro atomique, le symbole, le nom de l'élément et puis sa masse atomique relative. Alors, on va revenir sur toutes ces propriétés-là ou ces informations-là un petit peu plus loin. On va aussi revenir sur les familles et les périodes un petit peu plus loin. Le tableau périodique est utile pour représenter les éléments de différentes façons. Une des façons où on peut représenter les éléments, c'est selon leur catégorie. Alors, les catégories, ce sont les métaux, les non-métaux, et puis parfois, dans le tableau périodique qu'on a dans notre manuel, on parle de métalloïdes, malgré que les métalloïdes ne sont pas toujours présents dans tous les tableaux périodiques. C'est-à-dire qu'on ne les définit pas nécessairement comme tels dans tous les tableaux périodiques. Okay? Alors, les métaux, ce sont des matériaux qui sont conducteurs, ductiles, malléables et brillants. Ils forment des ions positifs. Ils forment des ions positifs parce que les métaux ont tendance à perdre un ou plusieurs électrons, donc ils ont un déficit d'électrons par rapport aux protons, donc ils deviennent plus positifs. Les non-métaux, eux, sont souvent gazeux à la température ambiante ou sinon ils vont être friables, ça veut dire qu'ils s'égrènent facilement et qui sont ternes, donc ils ne seront pas brillants comme des métaux quand ils sont des solides. Ils vont avoir tendance à gagner des électrons lorsqu'ils forment des ions. Alors, puisqu'ils ont plus d'électrons que de protons à la fin, bien, ça forme des ions négatifs. Ensuite, on a les métalloïdes. Les métalloïdes possèdent des caractéristiques métalliques et non métalliques. Par exemple, certains vont être friables, mais ils vont aussi être brillants, et ainsi de suite. Et puis, ces caractéristiques-là peuvent varier selon certaines conditions, par exemple la pression, la température et ainsi de suite. Maintenant, on va regarder les familles du tableau périodique. Alors, les familles correspondent aux colonnes du tableau périodique. Alors, quand on a une famille, par exemple 1A ou 2A, les éléments dans cette même famille vont avoir des propriétés chimiques semblables, c'est-à-dire qu'ils vont être plus ou moins réactifs, vont réagir à certains autres éléments parce qu'ils appartiennent à cette même famille. D'accord? Ensuite, pour la famille 1A, il faut se souvenir que l'hydrogène, c'est un élément un petit peu spécial, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas vraiment à aucune famille, mais on le place dans cette colonne-là à cause du nombre d'électrons de valence. Finalement, il y en a juste un. Les autres éléments, eux, bien, vont avoir des propriétés chimiques
comparables. Même chose pour la famille 2A et ainsi de suite. L'autre chose qui est très importante à se souvenir, c'est que à l'intérieur d'une même famille, tous les éléments vont avoir le même nombre d'électrons de valence. Si on se souvient, les électrons de valence, ce sont les électrons qui sont dans la couche électronique la plus externe de l'atome. Donc, tous les éléments de la famille 1A vont avoir un électron de valence. Tous les éléments de la famille 2A vont avoir deux électrons de valence, et ainsi de suite. Maintenant, nous, on ne regarde pas les électrons de valence, on ne parlera pas d'électrons de valence pour les familles 3B, 4B, et ainsi de suite. Seulement les familles avec la lettre A. Donc, ce sont les électrons qui sont situés sur la dernière couche électronique, par exemple ici. Ce qui est important de savoir des électrons de valence, c'est qu'ils sont représentatifs de leur réactivité chimique. Et lorsque la couche de valence est remplie, c'est-à-dire lorsqu'elle contient 8 électrons dans la plupart des cas, l'atome devient alors plus stable. Il peut avoir perdu ou gagné des électrons, mais c'est en gagnant ou en perdant des électrons et en remplissant une couche ou en se débarrassant des électrons de la dernière couche pour avoir une couche pleine, la couche inférieure suivante, qui devienne électriquement plus stable. Un atome est normalement neutre, c'est-à-dire qu'un atome va normalement avoir autant de protons que d'électrons. Maintenant, quand on regarde des familles, il y a quelques familles qu'on regarde de plus près justement à cause de leurs propriétés chimiques qui sont facilement comparables. Ce sont les alcalins, les alcalino-terreux, les halogènes et les gaz nobles. Donc, les alcalins appartiennent à la famille 1A. Ce sont tous des métaux très mous, très réactifs qui réagissent à l'air et à l'eau. Donc, on ne peut pas les laisser exposés à ces éléments ou à ces substances. Et ils vont toujours se retrouver dans la nature sous forme de composés, justement parce qu'ils sont très réactifs. Ils appartiennent à la famille 1A, donc ils ont tous un électron de valence. Par exemple, le lithium, le sodium, le potassium. Ensuite, on a la famille 2A, ce sont les alcalino-terreux. Ce sont des métaux très malléables et réactifs. Ils brûlent facilement. Encore, puisqu'ils sont très réactifs, on va toujours les retrouver sous forme de composés dans la nature, mais ils peuvent être exposés à l'air libre. Un exemple de ça, par exemple, ce serait du magnésium. Donc, bien sûr, deux électrons de valence, famille 2A. Ensuite, on s'en va de l'autre côté du tableau périodique, la famille 1A. Ce sont des halogènes. Ils sont très réactifs, toujours trouvés sous forme de composés ou d'ions, par exemple, dans un liquide. Ils sont extrêmement poisons et ce sont des non-métaux. Par exemple, le chlore. Ensuite, on a les gaz nobles. Les gaz nobles ont 8 électrons de valence. Donc, puisqu'ils ont 8 électrons de valence, sauf pour l'hélium qui en a 2, mais ce sont tous des éléments qui sont très stables, puisque leur couche électronique est pleine. Ils n'ont pas tendance à aller chercher des ions, chercher des électrons ou donner des électrons. Ce qui veut dire qu'ils ne formeront pas de composés dans la nature, donc on les retrouve tels quels dans la nature. Par exemple, de l'argon ou du fréon ou par exemple du radon. Maintenant, regardons les périodes du tableau périodique. Alors, les périodes sont les numéros à gauche dans la plupart des tableaux. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Alors, les périodes nous indiquent le nombre de couches électroniques pour un élément donné. Donc, par exemple, un atome de beryllium va avoir 2 couches électroniques. Même chose pour le carbone, même chose pour le fluor. Okay? Un atome de sodium va avoir 3 couches électroniques. Même chose pour tous les autres éléments de cette période. Donc, lorsqu'on dessine le modèle de Rutherford-Bohr d'un élément, il faut savoir la famille, il faut savoir son numéro atomique, puis il faut savoir sa période. Donc, on va y revenir à ça un petit peu plus loin. Une autre caractéristique importante, dans une période, comme j'ai dit, on remarque que les couches électroniques sont la même
pour une même période. Le nombre de couches électroniques est le même pour la même période. Et puis, on remarque que le nombre de protons augmente de gauche à droite. Il y a une autre caractéristique qui nous est utile du tableau périodique quand on regarde les périodes, ça s'appelle la périodicité. La périodicité, par contre, c'est de la matière qu'on apprend seulement en STE. Donc, on va revenir à ça à la fin de cette présentation. Les élèves qui sont en STE n'auront pas à visionner l'information sur la périodicité. Donc, maintenant, pour les représentations des atomes, il y a plusieurs représentations. La première, c'est la notation de Lewis. Alors, la notation de Lewis, ça nous indique le symbole de l'élément et le nombre d'électrons de valence. Alors, souvenez-vous, pour trouver le nombre d'électrons de valence, bien, c'est le numéro de la famille en chiffres romains. 1A, 2A, 3A et ainsi de suite. On ne regarde pas les B. Okay? Ce sont vraiment des couches énergétiques et on ne regarde pas ça en secondaire 4. Donc, tout simplement, vérifier le numéro de la famille en chiffres romains. Maintenant, la représentation du modèle de Rutherford-Barr. Alors, pour la représentation du modèle de Rutherford-Barr, on va commencer par placer le noyau de l'élément. Dans le noyau, on peut inscrire le nombre de protons. Donc, par exemple, ici, 8 plus. Le nombre de protons, c'est le numéro atomique de l'élément qui est concerné. Okay? Le nombre de protons, on va utiliser la lettre Z parfois pour parler du nombre de protons. Donc, à ce moment-là, tu as 8 protons. C'est dans la période 2, donc on dessine 2 couches électroniques. Ensuite, on commence à remplir le nombre d'électrons, on commence à remplir les électrons sur chacune des couches. La première couche va prendre 2 électrons, la deuxième couche jusqu'à 8, la troisième couche jusqu'à 8. Après ça, si on arrive à une quatrième couche, on n'ira pas plus loin que 2 électrons sur la quatrième couche. On pourrait en mettre plus, là, mais disons, dans nos pratiques, ainsi de suite, on ne mettra pas plus que 2 électrons dans la quatrième couche. Donc, ça s'arrête là. Donc, il faut se souvenir, la première couche, on en met jusqu'à 2, la deuxième jusqu'à 8, après ça, la troisième jusqu'à 8. Et on commence toujours par remplir les couches qui sont plus près du noyau en s'en allant vers l'extérieur. Donc, on en met 2, après ça jusqu'à 8, après ça, s'il y en a encore, on en met sur la troisième couche, et ainsi de suite. La représentation du modèle atomique simplifié, encore là, ça c'est du STE, donc les élèves en ST n'ont pas besoin de savoir ça. Alors, pour faire la représentation du modèle atomique simplifié, on indique le nombre de protons et le nombre de neutrons. On va revenir à ça un petit peu plus tard, comment on fait pour identifier le nombre de neutrons dans un atome. Ensuite, on indique les couches électroniques selon qu'il y en a une, une ou 2 ou 3 et ainsi de suite. Et on indique le nombre d'électrons qu'il y a dans chacune des couches. Alors ça, c'est pour la représentation du modèle atomique simplifié. Ensuite, la dernière représentation, on appelle ça dans le manuel Boole et Bâtonnet, ou très souvent le modèle particulaire. Alors, pour le modèle particulaire, on va utiliser le symbole de l'atome à l'intérieur d'un cercle. Et tout simplement, on va déterminer la taille du cercle selon sa position, la position de l'élément dans le tableau périodique. Donc, entre 2 éléments, celui qui est sur une période qui a moins de couches électroniques, on va dessiner l'élément plus petit. S'il est sur une couche électronique, sur une période inférieure, par exemple, si entre un élément sur la première couche, par exemple l'hydrogène, un élément sur la deuxième couche, par exemple l'oxygène, on va dessiner l'oxygène un petit peu plus gros que l'hydrogène. Il n'y a pas de formule pour dire la taille comme telle, mais si c'est sur des couches différentes, la couche la plus élevée va avoir des éléments dont la taille va être plus élevée. Ensuite, la périodicité, alors ça, c'est un ensemble de propriétés qui se répètent d'une période à l'autre, c'est du STE. Et ce qu'on va remarquer au cours de la périodicité, c'est que d'une période à l'autre, cette propriété-là va varier de façon plus ou moins régulière le long de la période. Fait que de gauche à droite, ça va aller plus ou moins en augmentant ou plus ou moins en diminuant
dans la plupart des cas. Regardons par exemple le rayon atomique des éléments. Alors, on commence par la première famille, ça commence plus petit, et puis ça va en augmentant. On arrive à la deuxième période, ça commence plus petit, ça descend, et puis après ça, ça va à la troisième période qui est plus gros, et ça redescend. Ça remonte un petit peu, on arrive à la quatrième période, ça descend, ça monte un petit peu et ça redescend. Okay? Donc, ça varie de façon assez régulière d'une période à l'autre. Okay? Une autre illustration ici, on voit différents éléments qui diminuent en rayon de gauche à droite, comme ça. Okay? Même chose ici, ça va en diminuant de gauche à droite, ça augmente un petit peu, ça se stabilise. Okay? Donc, on voit qu'il y a comme une correspondance entre chacune des périodes et dans ce cas-là, la taille relative des éléments. Donc, la périodicité est notable sur des propriétés telles que le point de fusion, le point d'ébullition, le rayon atomique, la masse volumique, l'énergie de première ionisation, qui est l'énergie nécessaire pour décoller un électron de valence sur une couche de valence, et l'électronégativité, qui est la tendance à un atome à aller chercher un électron. Donc, si l'électronégativité est basse, ça veut dire que cet atome-là n'a pas tendance à aller chercher un ou plusieurs électrons. Si l'électronégativité est élevée, cet atome-là, cet élément-là, va avoir tendance à aller chercher un ou plusieurs électrons assez facilement. Donc, avoir une grande force d'attraction, si je peux dire, pour aller chercher des électrons. Maintenant, pour revenir un petit peu au calcul de protons pour les élèves qui sont en STE. Alors, on peut utiliser la notation AZE pour représenter ça. Okay? Donc, quand on parle de la case des éléments, le numéro atomique représente le nombre de protons dans l'atome. Okay? La masse atomique relative représente la masse d'un atome de carbone 12 en unité de masse atomique. C'est pas toujours un nombre entier puisque tous les éléments n'ont pas tous le même nombre de neutrons. Okay? Donc, la masse atomique relative va être une représentation de la moyenne des protons et des électrons additionnés ensemble dans différents atomes d'un même élément. Le nombre de protons pour un élément donné va toujours être le même. Le nombre de neutrons peut varier d'un atome à l'autre à l'intérieur d'un même élément. Donc, maintenant, le nombre de masses, puisque la masse est essentiellement concentrée dans le noyau, bien, on va tenir compte des protons et des neutrons. Et pour trouver le nombre de masses, on va prendre la masse atomique relative et on va l'arrondir à l'unité près. Donc, par exemple, si j'ai du carbone, bien, le nombre de masses du carbone va être 12. Donc, le 12 nous signifie le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc, la somme des protons et des neutrons. Okay? Donc, on va utiliser, par exemple, la notation AZE pour représenter ça. Fait que le symbole. Pour trouver le nombre de neutrons, c'est le nombre de masses moins le nombre de protons, ça va nous donner le nombre de neutrons. Okay? Donc, par exemple, ici. Okay? Combien est-ce qu'il y a de neutrons dans un atome de sodium? Alors, on va mettre ça en notation AZE. Donc, 22,99 en nombre de masses, ça s'arrondit à 23. 11, c'est le nombre de protons. 23, c'est le nombre de protons et de neutrons. Donc, pour savoir le nombre de neutrons, je vais soustraire 23 moins 11, ça va me donner 12 neutrons. Si je veux savoir c'est quoi le nombre de particules élémentaires dans un atome de sodium, bien, je vais additionner le nombre de protons, le nombre d'électrons et le nombre de neutrons. Donc, dans ce cas-ci, on dirait qu'il y a 34 particules élémentaires dans un atome de sodium. Maintenant, un isotope, c'est un atome dont le nombre de neutrons est différent que celui d'un autre atome du même élément. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour un élément donné, le nombre de protons ne varie jamais, mais le nombre de neutrons peut varier. Donc, le nombre de masses va changer aussi. Donc, par exemple, si j'ai de l'uranium 238, bien, ça veut dire que la somme des protons et des neutrons va me donner 238, alors que de l'uranium 235, toujours 92
protons, mais dans ce cas-ci, le nombre de neutrons est légèrement inférieur. Même chose sur le carbone 12 ou par exemple pour le carbone 14. Donc, si je prends du carbone 12, j'aurai 6 protons. 12 moins 6, j'aurai 6 neutrons. Pour le carbone 14, j'ai 6 protons. J'ai 14 moins 6, 8 neutrons.